Donc, it's all about the team, parce que pour construire des champions, de taille internationale, vous savez que l'équipe, c'est aussi la clé. Donc, Stéphanie Delestre. Stéphanie, est-ce que tu es là? Stéphanie Delestre de Kappa, qui va animer avec son brio habituel un dialogue entre Benoît Grossman et Dan Serfati, le CEO de Viadeo. Merci Dan de te joindre à nous. Merci beaucoup Olivier, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de faire cet échange avec vous et avec Benoît Grossman, qui est le partenaire chez ID Invest, qu'on ne présente plus, et puis Dan Serfati, qui est le cofondateur et le patron de Viadeo. Et on a envie de partager avec vous aujourd'hui quelles sont les recettes, quelles sont les astuces, qu'est-ce qui fait la magie entre un VC et son entrepreneur, entre un VC et l'entreprise dans laquelle il va investir, et pourquoi ce duo-là est si important. Peut-être, Benoît, explique-nous comment tu as rencontré Dan. Donc oui, on s'est rencontrés en 2006 lorsqu'on a fait le premier investissement. Donc à l'époque, les réseaux sociaux professionnels, donc les PSN, c'était pas tellement à la mode. Je crois que LinkedIn s'était fait financer, avait été créé 2 ans auparavant. Donc on s'est rencontrés, Dan et son équipe, son cofondateur, Thierry Lunati. Et la raison pour laquelle on investit, c'est... investir dans une société, c'est avant tout une histoire humaine, c'est une histoire d'homme. C'est un peu une palissade de le dire, mais c'est toujours bien de le redire. On investit essentiellement avant sur une équipe. Bien sûr qu'il y avait un projet qui s'est bien développé, donc on l'a accompagné jusque-là, et c'est quelque chose bien sûr qu'on ne regrette pas. Donc ça fait 8 ans qu'on est capital. Quand on investit, c'est comme un mariage, ça dure très longtemps. Ça dure entre 5 et 10 ans avec les hauts et les bas. Alors les hauts, c'est vachement sympa, les bas, c'est moins sympa. Et là, on voit les bons entrepreneurs. Là, on voit que la relation investisseur-entrepreneur marche, et quand ça marche dans les bas. Quand ça marche dans les hauts, c'est toujours facile. On se partage de l'argent, on se quitte toujours bons amis. Comme on dit, les vrais amis, c'est ceux avec qui on perd de l'argent et avec qui on s'entend toujours. Voilà. Donc, j'ai pas l'intention de perdre de l'argent avec Dan, hein, mais ça fera deux bonnes raisons d'entendre avec lui. Dan, quels sont tes souvenirs? Parce que finalement, c'était déjà en 2006, 8 ans pratiquement. Quels sont tes souvenirs et pourquoi tu es allé parler avec Benoît? À l'époque, en 2006, on avait l'Internet recommençait à partir. Et du coup, nous, on lançait Viadeo, ça marchait bien en termes de Viaduc à l'époque. Ça marchait bien en recrutement membres, ça marchait bien aussi en monétisation, ça commençait à marcher. Du coup, on a eu 8 term sheets, je me souviens. Donc, on avait 8 fonds qui étaient prêts à venir. Et du coup, on s'est vraiment posé la question de se dire comment on choisit, quoi. Comment on choisit. Alors, premier test qu'on a fait, c'est on leur a dit on voudrait vous voir dimanche. Et Benoît, il est venu. T'as osé faire bien. ça. Voilà. T'as osé faire ça. Donc on s'est dit, on a des gens qui ont une culture entrepreneuriale, parce que si on les appelle après 18 h et que ça répond plus, on va avoir un problème dans notre business. Et de manière plus large et plus sérieuse, en fait, on n'a vraiment pas hésité beaucoup pour choisir ID Invest et Ventec, qui sont nos 2 investisseurs historiques, parce qu'on avait des gens dont on a senti effectivement qui avaient cette compréhension de la culture entrepreneuriale. On avait senti que c'était des gens qui étaient des décideurs. Ça, pour nous, c'était super important. Et s'il y a un critère que je donne aux entrepreneurs qui viennent me voir dans le choix des investisseurs, c'est celui-là. Essayez d'avoir des gens en face de vous qui sont capables de décider. Et tout au long de l'histoire de Viadeo, ça a payé de nombreuses fois. Et voilà, ça, plus un fit humain qui était plutôt sympa. On a passé 2 heures sympas, drôles, le dimanche en question, à négocier valo, conditions, lock-up et tout ça. Et c'était assez marrant, quoi. Benoît, tu nous as dit quelque chose qui m'est resté en tête hier. Tu m'as dit, finalement, ce qui est le plus important, c'est l'équipe. Parce que si on a un projet mais qu'on n'a pas d'équipe, on n'est pas intéressé. Si on a une équipe mais pas vraiment de projet, bien finalement, on trouvera le projet. Tout à fait, on fait toujours avec. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que si l'équipe est bonne, le projet sera statistiquement plutôt bon. Et le contraire n'est pas vrai. S'il y a un bon projet, il n'y a pas forcément une bonne équipe. Donc on investit avant tout sur une équipe. C'est un peu une palissade, mais je crois que tout le monde le dit, tout le monde le pense, mais c'est toujours bien de le redire. Et moi, je rebondis sur ce que disait Dan. Quand on investit dans une société,
l'investisseur choisit son entrepreneur et les entrepreneurs doivent choisir leurs investisseurs. Donc nous, on fait une due diligence sur les entrepreneurs et on attend des entrepreneurs qui font la même chose sur nous. Et des fois, dès qu'on investit dans une société, en général, moi je donne toujours la liste des 10-15 patrons de boîtes que j'ai financés au cours des 10 dernières années. Et je dis à l'entrepreneur, appelle-les et puis tu verras comment on s'est comporté. Et moi je demande toujours la liste des boîtes avec qui ça s'est pas bien passé, ou ça s'est mal terminé. Parce que c'est là où c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc j'imagine que Dan a fait ce boulot. Et, voilà, donc, et tu dis, on veut une équipe, mais concrètement, c'est quoi une bonne équipe? C'est quoi? Parce que on a compris qu'il faut des bons, mais c'est quoi des bons? Est-ce qu'il faut plutôt être plusieurs ou être tout seul? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme background? Est-ce qu'il faut avoir un track record? Concrètement, qu'est-ce qui fait que tu vas te dire ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du stade de développement de projet. Quand c'est un pur investissement en seed, c'est 1 ou 2 personnes. Ce qu'on attend des équipes, c'est que si c'est une équipe de 2 personnes, c'est qu'elles soient complémentaires et que les gens aient la passion de ce qu'ils font. C'est-à-dire que qualité d'entrepreneur, c'est quoi? C'est pas hésiter à se remettre en question, pas hésiter à dire le contraire de ce qu'ils disent 6 mois plus tôt, avoir la niaque, avoir la volonté, parce que c'est un métier qui est très très difficile. Enfin, c'est un métier très solitaire. Où les entrepreneurs se prennent des baffes du matin au soir. Tu le pratiques tous les jours, hein. C'est quelque chose d'atrocement compliqué. J'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Ce sont des gens que je respecte beaucoup parce que je ne le suis pas moi-même, donc je les ai toujours respectés. Je n'ai pas l'intention que ça change. Dan, je voudrais passer à toi parce que là aussi, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est sur cette notion de transparence. Et en fait, je pense que c'est la clé pour avoir une belle relation sur une longue durée, de confiance et qui soit un vrai partenariat pro. Et c'est cette notion de transparence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire que d'être transparent avec son investisseur? Ouais, enfin, c'est un vaste débat. Nous, une des valeurs chez Viadeo, globalement, en interne, c'est la transparence. Donc c'est un sujet qui m'est extrêmement cher et sur lequel je pense que c'est clé pour bâtir quel que soit le type de relation que tu veux bâtir, tu as besoin de ça. Avec un investisseur, je pense que ça démarre dès le départ. Et l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est la capacité à donner les mauvaises nouvelles quand il y en a. C'est pas évident, hein. Imaginez un type qui met de l'argent chez vous, vous êtes battu sur la valo, vous êtes battu sur plein de choses. Il a dit OK, et puis vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer au bout de 6 mois. Vous dites merde, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire en fait, je pense que ça paye sur long terme. C'est pas forcément évident sur le court terme, mais sur long terme, c'est ce qui permet de créer la relation de confiance, qui fait que, d'abord, quand on donne des bonnes nouvelles, elles sont comprises différemment. C'est pas le baratin habituel, non, tout va bien. C'est non. Quand je te dis que ça va bien, c'est que vraiment ça va bien. Quand ça va mal, tout de suite, on perd pas de temps à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. On apprend à se comprendre, à communiquer, et c'est des êtres humains, hein, donc c'est pas évident, ça. On n'a pas forcément les mêmes codes de communication. Donc ces codes de communication, on les met en place grâce, je pense, j'en suis convaincu, à cette transparence totale qui fait qu'il n'y a jamais une information qui n'est pas donnée à nos investisseurs. Et tu le fais sur quel rythme? Avec Benoît, vous échangez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Moi, je crois beaucoup au mix des rythmes cadencés. Donc, il y a un reporting ou une information, peu importe quelle qu'elle soit, toutes les semaines, tous les mois, enfin, quel que soit sur les sujets. Mais je crois aussi beaucoup à l'information on the spot. Donc, il y a une info, elle est importante, bonne ou mauvaise. J'envoie un mail, je passe un coup de fil, j'envoie un SMS, un WeChat, peu importe, mais je donne l'info immédiatement. Donc je pense que ce mix est important. Si on se contente que de faire du on the spot, on risque d'oublier des choses. Si on fait que de l'information cadencée, je pense qu'on perd un peu en spontanéité et puis on est plus chaud quand on la donne. Moi j'aime bien le côté, peut-être mon côté méditerranéen, moi j'aime bien le côté chaleur. Donc quand il y a quelque chose qui sort, j'aime bien répondre, le donner, le transmettre rapidement. Alors un investisseur, ça apporte de l'argent, très clairement. Comme tu le disais, ça doit être une aide à la décision. Est-ce que Benoît et tes investisseurs t'apportent autre chose? Tu penses à quoi? Tu parlais de relations d'amour, je voudrais... Non, mais je pense par exemple, est-ce que tu échanges facilement avec tes autres associés, ou est-ce qu'à certains moments, ça peut te permettre aussi
lors d'un échange, de pouvoir prendre du recul et d'avoir des Ok. discussions que tu ne pourrais avoir avec personne d'autre. Ok, ouais, bien Parce sûr. qu'ils ont une connaissance du marché, parce que ils connaissent les enjeux. C'est ce que je mettais dans la catégorie aide à la décision. Pardon, pour moi, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, c'est mon caractère. Moi, j'adore être challengé. J'ai ma personnalité, donc je dis ce que je pense. Mais j'aime beaucoup être challengé. Et je pense que souvent, face à des décisions importantes et structurantes, la discussion et l'échange et le fait justement de pouvoir tout dire, et là je reviens à la transparence, comme ils sont au courant de tout, il n'y a pas besoin de prendre 3 heures pour expliquer la situation avant de devoir prendre une décision. Mais il y a des moments où on en a besoin et pour moi c'est super important. Alors évidemment on a la chance aussi, et là je ne sais pas ton avis là-dessus Benoît, mais je crois que c'est très important aussi un investisseur c'est un investisseur, un entrepreneur c'est un entrepreneur. Donc si je dois demander à Benoît si on veut changer la couleur des toilettes chez Viadeo, je pense que lui va me dire écoute j'ai autre chose à faire. Et moi, j'ai pas envie d'avoir son intervention sur ces décisions-là. Mais par contre, la disponibilité et dans l'autre sens, le challenge, ça pour moi, c'est clé, effectivement. Et toi, Benoît, qu'est-ce que tu attends justement de la relation avec ton entrepreneur? De quoi tu as besoin? La transparence est une relation, est une propriété fondamentale. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est le respect mutuel de l'entrepreneur à l'investisseur, de l'investisseur à l'entrepreneur. Du côté entrepreneur, je crois qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de s'entendre dire par son investisseur, lorsque ça va mal, son investisseur lui dire mais Dan, tu sais que ça va mal. C'est-à-dire que si ça va mal, en général, l'entrepreneur, il le sait 6 mois avant vous. Nous, de la société, on connaît uniquement ce que l'entrepreneur nous raconte. Pour moi, le meilleur reporting, les reportings mensuels avec les chiffres, c'est intéressant. Moi, je demande toujours à mes patrons de boîte, alors ça va comment le business? On me dit ça va pas, ça me suffit. Après, un tableau de chiffres, ça peut être beau sur les chiffres et l'interprétation peut être totalement différente. Donc, et le respect de l'un vis-à-vis de l'autre, je crois qu'il faut se respecter. Enfin, comme on dit, quand on investit dans une société, on se voit une fois par mois en moyenne pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a envie que cette relation se passe bien et puis on a envie d'investir aussi sur des gens sympas. Non mais c'est important, c'est-à-dire que lorsque vous voyez un entrepreneur pour lorsque vous voyez un entrepreneur pour la première fois, il va vous expliquer son projet. Vous le voyez pendant 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que vous avez envie de le voir une 2e fois, 3e fois pour éventuellement aller plus loin, sachant que cette personne-là, vous le verrez très souvent pendant longtemps, et quand ça se passe bien, ça va, et quand ça se passe moins bien, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens, vous ne continuez pas, non pas que le projet n'est pas bien, non pas que l'équipe n'est pas forcément bien, parce que vous n'avez pas le fit avec la personne. C'est un peu comme parce que vous faites un recrutement, dans une société, dans votre boîte, vous recherchez quelqu'un qui a des compétences techniques. Il y a des gens qui ont toutes les compétences requises, sauf que vous n'aimez pas, cette personne parce que vous n'avez pas envie de la voir tous les jours. Et ben, entre un investisseur et un entrepreneur, c'est pareil. Et je crois que la réciproque doit être vraie. Enfin, tu fais. Absolument, c'est une des 3 choses que je citais au début, c'est le fit. C'est le fit, mais c'est comme dans tout dans la vie. Hein. Quand on a une relation long terme, c'est pas. Quand on lève des fonds, on n'est pas en train de vendre un appartement. Quand je vends un appartement, je m'en fous de savoir si le mec est sympa ou pas. Par contre, dans une relation comme ça là, c'est une relation long terme, on va se voir tout le temps, il va y avoir des bons moments, des moments difficiles. On a envie de pouvoir prendre un verre de champagne et être content de le prendre avec la personne en question, ou de se dire merde, là c'est chiant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est super important. Concrètement, Benoît, j'ai un projet, j'ai une super équipe. Comment je fais pour arriver jusqu'à toi? Concrètement, on fait comment? T'envoies un mail, sur quelle adresse? Et puis, tu reçois combien de dossiers par an? Tu rencontres combien d'entrepreneurs? Tu investis dans combien de dossiers? L'email, c'est assez efficace. On voit beaucoup de dossiers, on doit avoir peut-être 1000 dossiers par an. Alors, dans les 1000 dossiers, il y a le qualitatif et le quantitatif. Donc, sur les 1000 dossiers, alors je vais faire des statistiques un peu au hasard. Il y a 500 dossiers, on va même pas ouvrir la pièce jointe avec la pièce jointe sur l'email. Et je dirais qu'on doit avoir peut-être 200 sociétés par an. Sur les 200, on doit en voir une cinquantaine de 3 fois. Et pour faire, in fine, peut-être 6-7 investissements par an. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc en clair, on voit beaucoup de sociétés. Il y a peu d'élus. Alors ceux dans lesquels on n'a pas investi, c'est pas qu'ils ne méritent pas. À chaque fois, c'est toujours très, très marrant. Dès lors qu'on donne une réponse négative pour un dossier, l'entrepreneur il veut toujours savoir mais pourquoi vous n'avez pas investi chez moi? Et j'ai toujours un mal fou à donner une raison parce qu'il n'y a pas une seule raison, c'est parce qu'on n'a pas investi. Voilà. Statistiquement, on investit beaucoup moins qu'on investit, donc c'est toujours très difficile. L'entrepreneur dit il faut que ça m'aide pour la fois suivante, dites-moi ce que je dois améliorer. Je dis mais non, tout est bon, sauf que... Faudra que tu trouves mieux que ça comme réponse, Benoît, parce que là, tu déprimes tout le monde.
Bon, je vais m'arrêter là. D'accord, donc 1000 mails et à la fin, 6... Ouais, 7 investissements par an. Est-ce qu'en ce moment, il y a des thématiques clés sur lesquelles ID Invest est intéressé pour investir? Ou finalement, encore une fois, non, on en revient quand même à l'équipe au début? Il y a quand même des thématiques, il y a toujours l'équipe, mais vous savez, quand on investit dans un dossier, c'est toujours l'intersection entre la rencontre d'un entrepreneur avec un sujet pour lequel on a un intérêt. Voilà, nous, on ne fait pas du bottom-up, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va investir dans tel projet. Si on fait ce genre d'approche en Europe, on fait un investissement tous les 25 ans. Donc c'est toujours une rencontre entre un entrepreneur à l'instant T et un projet, des typologies d'investissement qui nous intéressent. Alors dans les projets qui nous intéressent, il y a tout ce qui est dans la sharing economy, l'économie du partage dont on parle beaucoup, les blablacar, etc. Il y a plein de choses à faire. C'est des choses qu'on regarde. Il y a tout ce qui est objet connecté. Mais après, il faut toujours se méfier des temps de latence. Aujourd'hui, les investissements qu'on fait, qui sortent aujourd'hui, c'est les investissements qu'on a fait en moyenne il y a 5, 6, 7, 8 ans. Donc il y a un temps de latence qui est énorme. Une fois de plus, Viadeo, c'est un investissement de 2006. On a investi il y a 8 ans. Criteo, dans lequel on était investisseur à l'origine, c'est un investissement de 2006 également. Ça a mis 8 ans à sortir. 8 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une... Alors ça peut être des fois plus court, ça peut être plus long, mais c'est le temps qu'il faut pour qu'une société prenne de la valeur. D'accord. Donc, alors, notre sujet aujourd'hui, c'est It's all about the team. Donc c'est vrai qu'il y a la team entre les investisseurs et les entrepreneurs. Mais là, on commence à avoir des questions aussi sur les teams de l'entreprise. Dan, est-ce que tu peux nous dire comment tu as monté ton équipe en 2006 et quelles ont été tes difficultés, tes challenges et comment tu as fait évoluer ton entreprise? Parce qu'aujourd'hui, Viadeo, c'est combien de personnes? 400 à peu près. 400 personnes sur trois spots différents, donc Paris, la Chine et San Francisco. Donc toi, et en particulier, je te donne juste la question parce qu'on a une question. Que pensez-vous du hire fast, fire fast? Donc juste raconte-nous ton histoire et comment tu fais pour recruter les meilleurs, pour faire grossir ton entreprise? Alors déjà, lorsqu'on a créé Viadeo, donc en 2004, on sortait de la crise de l'Internet. Et la crise de l'Internet, pour ceux qui étaient dedans à l'époque, c'était, en termes de recrutement, c'était tu viens, je te paye pas ou je te paye peu, et je te donne des stock options. Bon, en 2004, ça ne marchait plus. Parce que tous ceux qui avaient fait ça, ils étaient juste sur la première partie de la proposition, quoi. Donc ça ne marchait plus. Et du coup, une des raisons majeures pour lesquelles on a levé des fonds en 2006, tu t'en souviens peut-être, Benoît, on était rentable à l'époque, hein, mais on voulait accélérer le développement. Et une des façons, enfin dans nos métiers en tout cas de la technologie, une façon d'accélérer le développement, c'est de recruter des talents. Et ces talents, on voulait les payer, et on voulait les payer correctement. Donc très tôt, on a essayé, donc premier angle, de dire qu'il faut payer les gens normalement. Deuxième angle, et ça je m'en rends compte encore aujourd'hui, c'est l'aspect technologique. C'est-à-dire que les technologies qu'on utilise sont un discriminant phénoménal en termes de recrutement. On attire des ingénieurs de très bon niveau parce qu'on utilise les dernières technologies. On a fait un gros reboot de la plateforme là en 2013 et ce reboot de la plateforme fait qu'aujourd'hui on arrive à attirer des gens qui sont extrêmement talentueux mais qui viennent, ok parce que c'est Viadeo, mais aussi parce qu'ils voilà, ils vont trouver ce qui vont bien. Et puis enfin, je crois que ça c'est la clé, ce que je disais tout à l'heure, c'est les valeurs de l'entreprise. On parle de transparence, on parle d'esprit d'équipe, on parle de fun at work. Ce sont les 3 valeurs de chez Viadeo. Et je pense qu'elles jouent un rôle clé. Moi j'ai plein de copains qui réussissent bien en tant qu'entrepreneurs dans des boîtes où il n'y a aucune valeur. C'est voilà, le hire fast, fire fast. C'est pas le choix qu'on a pris. Et je dis pas que ça marche moins bien. Vraiment, je dis juste que chez Viadeo, en général, les gens qui y travaillent, c'est une boîte qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas une boîte neutre, Viadeo. Et donc les gens qui viennent, c'est très marqué, il y a une culture forte. Et donc on l'apprécie, on l'enrichit, cette culture, ou bien on n'aime pas. Alors en fait, il y a beaucoup de questions pour toi. Je vais te donner les 3 là. 1, comment tu fais pour choisir les bons éléments? Deuxièmement, comment tu fais pour gérer les différences culturelles? Parce que c'est vraiment le grand écart entre Paris, San Francisco et la Chine. Et encore une autre question, est-ce que quand on a 400 employés, à cette échelle, on peut encore dire qu'on a une bonne équipe ou qu'on a de bons éléments? Alors, 3 questions, donc. 3 questions. Comment tu fais pour choisir les talents? Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir plutôt tel développeur ou... 3 questions et 0 minute pour répondre. Ah. Donc, je vais essayer d'aller vite. Comment je fais pour choisir? Là,
Ce que je disais, je veux dire, on a les critères de tout le monde, je suppose, on essaie de se faire connaître. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, franchement, parce qu'aujourd'hui, on a une marque telle, en particulier en France, ce qui n'est pas vrai à San Francisco, par exemple. On a plus à se battre à San Francisco quand on veut recruter des talents. En France, on a une telle marque qu'on arrive à attirer des gens de très bon niveau, et ça se fait, je dirais, avec un process de recrutement assez classique. Ta question d'après, c'était donc quoi ? les compétences, c'est-à-dire si tu cherches un développeur sur un tel langage, tu vas... Compétences et culture. Et culture d'entreprise. D'accord. Super important pour nous. S'il n'y a pas cette adhésion aux valeurs, on préfère ne pas faire. On préfère ne pas faire, donc on joue le long terme. Hein. Donc c'est pas du tout hire fast, fire fast. Hein. Ensuite, comment tu gères les différences culturelles ? Alors, ça c'est l'enjeu majeur pour une boîte comme la nôtre qui a pour credo d'être une société multilocale. Et on est convaincu que notre succès, le fait qu'on soit devenu numéro 1 en Chine, qu'on ait ces positions aussi fortes en Russie, en Afrique, c'est parce qu'on a réussi à être local. Et être local, évidemment, ça commence par comprendre la culture des gens qui travaillent pour vous sur place. Alors comment je les gère ? D'abord parce que les patrons, dans chacun des pays, tout le temps, sont des locaux. En Chine, un exemple, moi j'en viens là, hein, j'ai passé 2 ans et demi à Pékin, je vais sûrement y retourner. Sur 150 personnes, 140 personnes, il y a 2 Français et 138 Chinois. Donc la problématique de comment on gère les différences locales, je la laisse aux managers locaux. Alors je me suis mis au chinois, donc j'ai appris le chinois pour essayer d'au moins faire quelques meetings, faire des rendez-vous en chinois, essayer de m'intégrer le plus possible. Mais avant tout, c'est la délégation des responsabilités aux managers locaux. En Russie, c'est une Russe qui est à la tête de Viadeo. En Afrique, c'est un Africain. Enfin, d'accord. Et donc, même avec 400 employés, tu penses que tu as encore la meilleure équipe je pense que si on n'avait pas la meilleure équipe, on ne serait pas en train de réfléchir à un projet d'IPO et on ne serait pas là où on est aujourd'hui. D'accord. Ta conclusion, Dan, sur ce qu'on s'est dit, ton dernier... une anecdote, ton conseil Oui, moi, ma conclusion, ce serait, si je reviens à la thématique de départ, c'est vraiment de dire, si vous pouvez choisir votre investisseur, c'est une chance phénoménale. Parce qu'aujourd'hui, je parlais de l'IPO, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aux équipes, c'est grâce au boulot qu'on a fourni, mais c'est aussi, et évidemment, grâce aux investisseurs qu'on a aujourd'hui et qu'on a depuis 2006. C'est grâce à eux si on en est là, et Benoît est modeste quand il dit « je laisse les entrepreneurs faire », mais je crois que les investisseurs, c'est vraiment le couple entrepreneur-investisseur qui réussit. Et puis la conclusion finale, c'est quand même que si vous n'avez pas le choix, prenez ce qu'on vous donne, parce qu'au moins vous avez l'argent, quoi. Hein. Je veux dire, bien évidemment. Benoît ? Je crois que tout a été dit dans les propos de Dan. Donc, voilà, la relation entre investisseurs et entrepreneurs, ça se bâtit sur le long terme. Et c'est après qu'on s'aperçoit si ça marche. Mais il faut choisir mutuellement, c'est très important. Voilà, fondamental. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et que Dan et Benoît vous ont donné les clés pour devenir un grand entrepreneur successful et un investisseur qu'on aimerait tous avoir dans nos boîtes. Voilà. Merci.